Toi qui as tort, toi qui as raison, toi qui as raison, toi qui as tort. Si vous permettez. Voilà. Donc, c'est nullement d'inclure quelqu'un, c'est de faire l'état de bien, de savoir exactement ce qui s'est passé. On ne rend pas pour le bien responsable, on veut faire la photographie de la situation. Et ainsi, quand nous saurons ce qui s'est passé, quand le peuple saura ce qui s'est passé, il ne sera plus enclin à pardonner et à tourner la page. Mais quand il y a la confusion, je le dis très souvent, vous aimez la clarté. On ne peut rien bâtir sur la confusion. C'est dans ce cadre-là que cette commission a été créée. Donc, on n'est pas pour le gouvernement ou contre le gouvernement, pour les partis politiques ou contre les partis politiques, nous sommes pour le peuple. Nous cherchons à faire éclater la vérité. Et lorsque le peuple sera la vérité, il n'est plus enclin à pardonner. C'est dans ce cadre-là que cette commission a été créée. C'est pour cela que nous avons dû devoir faire appel à tous les acteurs principaux pour que vous donniez votre version de fait. Et après, nous ferons notre rapport aussi. Bien. Nous ne disons pas que c'est accepté ou rejeté, mais entre Dieu et nous, ce que nous aurons constaté, nous ne va rien oublier. Donc, nous remercions nous, la commission pour avoir notre appel. Donc, vous êtes une personne qui n'en est pas présentée, un des acteurs principaux, un des moteurs de la démocratie guinéenne, parce qu'il a fallu votre revue vous enseigner le peuple comment se comporter pour que la démocratie puisse marcher sur pied. Elle est en train de... Parce que c'est un objectif dans lequel on tape. Même les pays les plus qui se réclament d'être les créateurs, tentent toujours l'objectif vers lequel on tape. Nous vous remercions, une fois encore. Et vous allez commencer par vous présenter à nous qui vous êtes et ensuite me faire état de votre vision, de ce que vous avez vécu des événements préparatifs, avant les événements du 28 septembre. Comment est-ce que vous êtes en arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé au stade? Et à l'intérieur ou à l'extérieur, qu'est-ce que vous en savez? Qui a fait quoi? Selon vous? Je vous remercie. Bien. Je m'appelle Jean-Marie Doré. Je suis licencié en droit, docteur d'État en sciences politiques. Donc, je reprends. Je m'appelle Jean-Marie Doré. Je suis licencié en droit. Je suis docteur d'État en sciences politiques. Je suis diplômé de polémologie, c'est-à-dire la société des guerres. J'ai été le premier inspecteur national du travail pour la République de Guinée en octobre 1958. J'avais 20 ans. Puis en 1963, je suis allé au Bureau international du travail, après un concours de sélection, devenu fonctionnaire sur 2500. J'ai fait 26 ans à Genève, je suis rentré en Hollandie. Et actuellement, j'ai été élu député en 1995, puis en 2002. Et je suis secrétaire général de l'Union pour le progrès de la Guinée, UPG. Je suis le porte-parole des forces vives. Ce que je sais des événements, des jeux de table. Excusez-moi, votre année de naissance, je m'excuse. Oui. Je suis né le 12 juin 1938 Voilà. à Bossou, dans la préfecture de Lola. Bonjour. Que je connais très bien. Bonjour, c'est normal. C'est pas la bouche, c'est le c'est le paradis, la forêt. Bon. Voilà. Bon. Par rapport aux événements du 28 septembre, voici en résumé ce que je sais. Pendant un certain temps, les forces vives se sont plaintes de ce que, dans les discours officiels,
on leur disait qu'ils ne représentaient rien. Alors, au fil du temps, il s'est imposé à tous les membres des forces vives de démontrer qu'ils sont quelque chose uniquement. Donc, ils veulent faire un meeting pour montrer qu'ils ont la population derrière eux. Un long débat s'est engagé depuis un jour que je ne peux pas dater parce que à l'issue d'une réunion de la plénière des forces vives, il a été décidé de faire un meeting, de montrer uniquement que les forces vives sont représentatives du courant majoritaire de la population à l'intérieur du pays et à côté. Alors, un débat s'est engagé de savoir pour choisir, pour tenir la réunion. Certains ont proposé le stade du conflit, mais je présentais l'inconvénient majeur d'être près de l'autoroute. D'autres ont dit de faire ça sur l'esplanade du Palais du Peuple. Personnellement, je me suis opposé parce qu'il y a non seulement la route, mais il est difficile de contrôler une foule de personnes dans une esplanade. Quand vous organisez un meeting, il faut des gens pour encadrer les manifestants. C'est pourquoi le choix s'est porté sur le stade du 28 septembre à cause de la situation, mais aussi sur le plan psychologique, sur le fait que le stade porte un nom qui est représentatif de l'unité des forces politiques de ce pays. Parce que c'est l'unité du RDA, du PAG, du PRA, de la DSG, qui a permis de voter non sans dissonance dans le peuple de Guinée. Donc on s'est dit, puisque tous les partis politiques sont réunis, et en plus avec la société civile et les syndicats, c'est le meilleur lieu de faire cette démonstration de l'unité des forces vives de la Guinée. Donc quand la décision a été prise de cela, M. Baouri, qui était le président du comité d'organisation, je lui ai demandé d'écrire au directeur du stade d'une façon formelle pour demander le stade. On dit que c'est pour tout le monde, mais c'est géré. Si c'est géré, il y a une chaîne. Donc, d'écrire au directeur du stade, d'écrire une lettre d'information au maire de la commune de Dixie, d'écrire une lettre au ministre de la Jeunesse, bien que chef hiérarchique, directeur du stade, il fallait quand même lui écrire une lettre personnelle. D'écrire au ministre de la Sécurité, au ministre de la Justice, au ministre de l'Administration du territoire. Je crois que c'est tout. Hein? Peut-être vous voulez bien plein, mais en tout cas, toutes ces personnalités, il fallait écrire. La seule personne qui a répondu dans les formes administratives qui conviennent, c'est le maire de Dixie, que ce n'est pas lui qui gère le stade, et qu'il n'a pas le stade nécessaire pour intervenir. Bien. Le soir même, j'ai demandé audience au chef de l'État, le président Moussa Dadis Camara, pour passer du chargé de relations avec. Donc, je devais aller avec M. Yamoudou Touré, mais Yamoudou avait des engagements et je suis allé seul. J'ai vu le président. Ce jour-là, il m'a reçu rapidement. Et je l'ai dit, Monsieur le Président, les forces vives ont décidé de faire un meeting d'information au stade du 28 septembre. Je dis, non, grand frère, ne veulent pas faire un meeting d'information. Il y a des informations selon lesquelles ils veulent marcher des Cagbelins au pont de 8 novembre. Cela veut dire qu'ils vont s'engager à casser les boutiques des gens sur la route de Monsieur le Président. Votre information n'est pas exacte. Il s'agit d'un meeting pour répondre à certains discours qu'elles avaient tenus, que les forces vives ne rien. Je vous avais dit que le défi, c'est pas bon. Vous savez, les gens avec lesquels on parle, on n'est pas dans un club d'amis. Hein? Alors, ils veulent seulement montrer qu'ils sont quelque chose dans ce pays. Mais grand frère, vous êtes sûr qu'ils veulent faire la réunion au stade et qu'il n'y a pas de marcheurs? Non, si je vous dis qu'il n'y a pas de marcheurs, c'est pas exact. Parce que certains vont venir en voiture, d'autres en moto, certains en vélo, mais ceux qui n'ont ni les uns ni les autres vont venir à pied. Mais ce ne sera pas la marche au sens terme. Hein?
c'est le mouvement pour quitter son domicile pour venir au stade. Et j'ai dit en plus, ils ont des brigadiers pour encadrer le meeting. Bon, alors si c'est comme ça, si c'est dans un lieu fermé, il n'y a aucun problème. Donc je dis, c'est pour cela que je venais vous voir. Parce que pour beaucoup de choses, pour les forces vives, on fait à notre président. J'étais chargé d'aller expliquer au président. Aussi, entre autres, le lancinant débat s'il faut faire les élections en 2009 ou en 2010. Je me suis interposé pour éviter qu'il y ait une classe sur une question technique. Parce que il y a le discours politique, mais il y a la réalité de la gestion d'un chronogramme. Parce que les élections ont des aspects politiques, mais aussi des aspects techniques. On ne peut pas parler des aspects techniques dans un meeting. Donc, je me suis entrevu, c'est moi qui ai fait créer la commission ad hoc, qui a étudié le document, qui a élaboré un nouveau chronogramme. C'est dans ce sens-là que j'avais le contact avec le président pour contribuer à une meilleure compréhension des uns des autres. Donc, il m'a dit, bon, dans ces conditions, il n'y a pas de problème. Donc, là où il a écrit une lettre à toutes les autorités, dont j'ai parlé tout à l'heure, chaque autorité a contresigné la copie de la lettre qui était destinée d'avoir reçu le document. J'ai été surpris. Les autorités administratives que j'ai citées tout à l'heure, à savoir le directeur du stade, le ministre de la Jeunesse, le maire de Tixine, le ministre de la Sécurité, le ministre de l'Habitation du Territoire, le ministre de la Justice. Alors, chaque autorité ou son représentant, d'ailleurs, a contresigné la copie de la lettre. C'est tout à fait, je ne sais pas où. J'étais surpris, 2 jours avant le meeting, d'une déclaration du ministre de la Jeunesse. Malheureusement, ces jours-là, je devais me déplacer, mais je voulais aller le voir pour lui dire que nous sommes tous tributaires de l'obligation la quête de calme dans ce pays. Parce qu'il dit, les gens veulent faire un meeting, ils ne m'ont même pas encore écrit. Alors qu'on a un document qui atteste qu'il a reçu la lettre qu'on lui a envoyée. Alors ça m'a fatigué. Mais sur le moment, comme j'avais une obligation et un mouvement à l'extérieur de Conakry, je n'ai pas pu réagir. Donc, le 28 septembre, les leaders des forces vives sont venus prendre le départ sur moi. Quand je suis descendu de la chambre, je les ai vus l'Assemblée, alors qu'ils ne m'avaient pas prévenu que le départ serait de chez moi. Je ne peux pas, ce sont des amis, mais voilà. C'est moi. Mais j'avais des contacts avec Monseigneur Gomez, l'évêque de l'église anglicane, et l'imam Ratib de la mosquée Faisal, Ibrahim Naba, qui s'inquiétait. J'étais préoccupé dès l'annonce du meeting que ça ne provoque pas de classe. Donc, ils m'ont demandé de dire à mes amis que dès que le stade serait plein, de dissoudre le meeting, parce qu'eux, ils ont rendez-vous à midi avec le chef de l'État pour le prier de ne pas envoyer de policiers au stade. Donc, j'ai été voir Gomez a été voir l'imam, et on est venu chez moi, avant que les leaders aient quitté mon domicile. Je leur ai dit que les chefs religieux ont un message pour eux. Ils m'ont dit, bon, comme il est tard maintenant, on laisse une commission pour écouter les chefs religieux en tant que toi, et tu nous feras part de ce qu'ils veulent. Et là, j'ai vraiment pas dit, non, ce que je voudrais dire, c'est que de tout faire pour que le meeting ne dure pas longtemps, parce que nous voulons voir le chef de l'État pour le prier de ne pas envoyer des policiers au stade. Parce que si le stade est plein, s'il y a des policiers, vous savez, il y a des provocateurs. Hein? Ça ne dépend pas de la volonté ou de la police ou des gens qui sont rassemblés. N'importe qui peut, par une parole déplacée à l'endroit de l'autre pour qu'ils en viennent aux mains, et ça peut faire un effet boule de neige, et tout de suite, ça peut dégénérer. Donc, ils nous ont laissé là-bas. Il y avait Aliou Condé, l'ancien ministre, qui est l'autre ministre pour Fofana. Nous sommes restés là.
et les chefs religieux. Voilà ce qu'on va faire. Nous allons dire au président que le meeting va être dispersé rapidement. Et dès que nous sommes là-bas, il nous reçoit à midi. Mais on va essayer de forcer la porte du président pour qu'il nous reçoive vivant midi, afin qu'il ne soit pas trop tard au stade. Prenez la route. Puis, Gobert m'a téléphoné, M. Doré. Vous pouvez déjà aller au stade pour dire à vos amis de disperser le meeting, s'il commence à être tard. Parce que notre volonté est d'anticiper alors le chef de l'État. Mais il se peut que pour une raison ou pour une autre, ils nous reçoivent tardivement, alors que les ordres de donner à la police, n'est-ce pas, seraient déjà en voie d'exécution et ça provoquerait ce que nous ne voulons pas. Donc, devant cette préoccupation des chefs religieux, j'ai décidé, alors que vous êtes arrivé, c'est pourquoi il est avec moi, d'aller au stade pour demander qu'on disperse le meeting. Le motif, c'est que les chefs religieux sont allés voir le président de la République pour le prier de ne pas envoyer des policiers. Donc, pour aller au débat du désir des chefs religieux, anticipons aussi pour dire que le meeting est terminé. Mais je n'avais pas mon chauffeur et on attendait quelqu'un pour nous conduire. Heureusement, le chauffeur Fofana est arrivé et il nous a pris dans son véhicule. Nous sommes allés en direction du stade. Quand nous sommes arrivés devant la petite mosquée de Tixil, à côté de la terrasse était déjà remplie. Les gens continuaient d'arriver du côté de l'Oasis, d'arriver du côté de Madina, du côté de l'université et du côté de la route qui va entre la mosquée et la station vers la mer, vers voilà. Malheureusement pour moi, dès que je descends de la voiture, alors que c'était vraiment urgent, les jeunes gens me prennent en l'air. Je dis, descendez-moi, j'ai une commission d'urgence à faire au stade. Oh, donc vous savez, dans cette foule, ils m'ont pris. On a mis un quart d'heure pour aller de la petite mosquée à l'entrée du stade. Et c'est là-bas, grâce à ces bras vigoureux, et grâce aux bras de certaines personnes qui comprenaient ce que je disais, ils m'ont descendu. Et je suis descendu, rentré à pied à l'intérieur du stade. Mais dès que ceux qui étaient dans les gradins m'ont vu, ils commençaient à descendre les gradins pour venir aussi me prendre. Donc, ça a été impossible pour moi d'accéder à ceux qui dirigeaient le meeting dans la tribune et j'ai tout fait. Donc, on était obligé, le moment-là, me pousser vers le centre du stade et moi, je devais coûte que coûte monter à la tribune. Devant l'impossibilité d'accéder à la tribune, nous sommes ressortis du stade. Nous sommes voilà la terrasse ici, nous sommes rentrés comme ça au stade, nous étions au centre ici, voici la tribune, et il y avait une sortie là. Donc, nous sommes sortis, car on étouffait littéralement. Je me suis rappelé qu'il y a des portes qui donnent aux tribunes. Vous savez, il y a des portes en dessous de la tribune officielle. Mais ces portes étaient fermées. Impossible. On a tenté de trouver des issues pour accéder et demander aux leaders qui étaient assis dans les tribunes de mettre fin au meeting. Impossible. C'est dans cette attente que j'ai vu entrer les bérets rouges. Ils sont entrés et ils ont commencé à tirer. Et tout de suite, 5 bérets rouges se sont dirigés vers moi. Deux d'entre eux, qui étaient particulièrement éméchés, m'ont dit, toi, le salopard, ça fait 4 ans qu'on te cherche. Et ils ont commencé à me frapper. Ils m'ont enlevé nos vestes, ils m'ont pu mettre des téléphones, ils ont pris. C'est vraiment le hasard qui m'a sauvé. Parce qu'il y a un qui était pressé de me tirer 2 balles dans la tête. L'autre a dit non, on va le dégorger. C'est à ce moment que j'ai vu le ministre Thiegoro passer. Je dis Thiegoro, c'est M. Touré, pourquoi vous le mettez à genoux comme ça? L'autre, celui qui était le plus éméché, dit à Thiegoro, si tu fais un pas de plus, je te tire une balle dans la tête. Mais Thiegoro était avec beaucoup de gendarmes qui ont encadré les 5 bérets rouges et c'est ce qui m'a sauvé la vie. C'est pourquoi j'ai tenu, parce qu'il faut rendre
à César ce qui appartient à César. Si je me suis sorti indemne de cette situation, indemne, c'est une manière de parler, si j'ai sauvé ma vie, c'est grâce au ministre Thiebro. Mais entre ma sortie du stade pour aller à côté de la mosquée Faisal, où était garée une voiture, Thiebro avait déjà dévancé, mais les gendarmes, avec les belles rouges, m'entraînaient, Thiebro avait beaucoup à faire sur plusieurs fronts. J'ai vu deux 4x4 garés. J'ai vu un béret rouge arrêté avec Thiebro. Plus tard, on m'a dit que c'était M. Toumba Diakité. Et dedans, dans la première voiture 4x4, il y avait Sidia Touré, le Sénifal et le jeune Mouta Diallo. Thiebro a dit, mettez M. Doré avec les autres. Le béret rouge qui conduisait cette escorte des 5 a dit jamais. Il faut le mettre dans le coffre arrière. Donc, moi, j'étais assis sur le siège arrière. Je ne sais pas par quel mouvement tournant j'ai culbuté le siège arrière dans le coffre avec les pneus crevés et les clés à molette. Alors, on nous a conduits à la clinique Ambroise Paris. Nous suivions la voiture dans laquelle était Thiebro. Et devant la clinique Ambroise Paris, c'est Toumba Diakité et Thiebro, chacun a répété la même phrase. Faites descendre les leaders, ils vont recevoir les premiers soins. Alors, celui qui conduisait les bérets rouges a dit, Monsieur Thiebro, vous êtes un faux type. Si un de ces chiens met le pied à terre, je lui brûle la cervelle, je te brûle la cervelle et je jette une grenade dans la clinique. Alors Thiebro a dit, bon, ne nous énervons pas. On va détruire tout ce monde-là à l'état-major de la gendarmerie. Donc, on nous a remis dans le véhicule. Dieu était avec nous ces jours-là. Il roulait à tombeau ouvert. Hein. J'ai cru qu'on a échappé au stade, mais qu'on allait laisser notre peau sur la route. Donc, on a foncé. On a comme des fous en direction de Kadoum. Nous sommes arrivés devant la gendarmerie, l'état-major de la gendarmerie. Il y avait un grand comité d'accueil des gendarmes parce que, je pense, et ils l'ont dit, les bérets, je crois qu'on était seulement en transit à la gendarmerie pour aller à Koundara. C'est comme ça que le chef d'état-major de la gendarmerie et le colonel C.C. Balamou, qui était là, on dit, mais pourquoi vous mettez, parce que dès que nous sommes arrivés, on m'a mis à genoux en pleine rue. Alors, le chef d'état-major Valdé a protesté violemment contre les bérets rouges et de la façon dont ils traitent les gens. Et il m'a fait rentrer à l'intérieur du bâtiment. Quand vous allez en état-major de la gendarmerie, il y a les escaliers ici, puis il y a un petit cache-bille à gauche. Et on a conduit là. Et j'ai retrouvé encore Sidia Touré, le Sénipal et Diallo. On saignait comme des bourrées. Alors, Valdé a téléphoné, je crois, au chef de l'État, pour dire que les leaders qui sont ici sont dans un état, il faut qu'ils reçoivent les premiers soins. Alors, un débat assez dur s'est engagé entre Valdé et son correspondant. Il a dit, non, si on doit les livrer au béret rouge, moi, je dégage ma responsabilité. Je crois qu'il a fini par avoir gain de cause. Dans un premier temps, on nous a conduit à l'infirmerie du PM3, mais il n'y avait pas de matériel pour faire les points de suture et les pansements. Puis, Valdé nous a conduits à la clinique Ambroise Paris, où il a pris des dispositions importantes pour que les bérets rouges ne nous ouvrent pas la main. Entre-temps, monsieur le ministre de la Justice, puis je crois Thiebro, ça je ne suis pas tout à fait sûr, mais il me semble que Thiebro, parce que c'était assez, les événements se déroulaient à une vitesse que vous ne pouvez pas contrôler, donc les souvenirs se fixaient un peu difficilement pour ce qui concerne ce qui s'est passé là-bas. Et donc, c'est exact, le ministre de la Justice était là, et je suis allé vers le ministre de la Justice. Je me dis, mais pourquoi toute cette violence-là? Je suis allé pour faire mettre fin au meeting et les gens
frappe que c'est le plus grand hasard qui a fait qu'on a enregistré. C'est-à-dire, nous monter ou faire soigner. Donc, nous sommes montés, on nous a soignés. Entre-temps, c'est le Galen Diallo et Baouri, qui étaient partis au camp Samori, nous ont rejoints à la clinique Ambroise Paré. Plus tard, Tidiane Traoré, qui avait reçu une balle de la flé, hein, qui a vraiment rasé l'épiderme, est venu aussi, mais par ses propres moyens, se faire soigner. Donc, nous étions à l'imprimerie là, moi-même, Sidi Touré, Rossel Val, Moutka Diallo, Tidiane Traoré, c'est le talent Diallo, et Baou. Ça fait 8 personnes. Et des dispositions ont été prises à la clinique pour que toute personne ne relevant pas de l'autorité, chef d'état-major de la gendarmerie, ne vienne perturber les instructions qu'il avait données. Les médecins nous ont bien traités. Nous sommes restés là que vers 22h ou 23h. Mon souvenir n'est pas précis sur le temps. Et nous avons donc vu une délégation arriver, composée de ministres Tigro, du chef d'état-major de la gendarmerie, du ministre des Affaires religieuses, du grand imam de la mosquée Faisal, de l'âge Mansour Fadiga, de Monseigneur Koulibaly, l'archevêque catholique, de Monseigneur Gomez, l'église anglicane, et de Monseigneur Pasteur Kamano. Alors, ils nous ont dit qu'ils ont été voir le président, ils ont parlé avec lui. Le président lui demande de rentrer à la maison. Mais les médecins tout de suite se sont opposés à ce que moi et Serou quittions la clinique parce que nous étions dans un état vraiment très difficile. Donc, j'étais sous perfusion, Serou aussi. Par contre, Sidi Touré, Mouktar Diallo, Rossel Val, j'ai quitté la clinique le matin, après les radios et les nouveaux soins. Je suis rentré à la maison. Quand je suis arrivé chez moi, c'était comme une piscine. Dans la nuit, après 20h30, d'après oui, d'après les gardiens, à 20h30, 5 véhicules remplis de bérets rouges sont arrivés. Après avoir fait un premier saut sur Guéla, l'ancien secrétaire général, ministre secrétaire général de la présidence, mais là, je crois qu'ils ont discuté avec les policiers et ils n'ont pas fait de dégâts sur Guéla. Ils sont venus chez moi. De chez moi, c'est Aïssa Toupela. Ils ont garé un véhicule qui bloquait la route. En face de l'immeuble Ayatiki Damke, il y a un télécentre. En face du télécentre, ils ont mis un véhicule. Du côté de Dr Bakaba, ils ont mis un véhicule. Puis ils sont venus garer un véhicule devant chez moi. Donc, ils ont fait entrer ce véhicule qui est venu chez moi dans la cour. Ils ont mis en jour tous les gardiens. Ils les ont entravés. Puis ils ont commencé à tirer. Tout ça se met. Il y a encore des traces physiques là-bas. Ils ont coupé le tuyau qui conduit l'eau dans le bâtiment. Donc, toute la nuit de 20h30 au matin, l'eau coulait là-bas. Je peux vous montrer ma facture d'eau correspondant à cette période-là. Vous voyez que c'est comme s'il y avait une piscine chez moi. Puis, ils ont tiré dans les 4x4, une Misso et une Ford qui étaient garés là. Ils ont criblé des balles, ils ont tiré dans le moteur, ils ont cassé les pare-brises. C'est la Nissan, je ne sais pas pourquoi, a échappé à cette volonté de destruction. Puis ils sont montés à l'étage. Ils ont pris le téléviseur, le magnétoscope, les chaînes musicales. Ils sont entrés dans la cuisine, ils ont pris les assiettes, celles qui n'ont pas pu prendre, ils ont cassé les verres, ils ont cassé. Ils ont démonté le chiffon qui permet de laver les assiettes de la cuisine. Ils ont emporté le tapis. Ils ont
Moi, je suis chrétien, mais il y a un miracle, il faut y croire. J'ai la statue du Christ, qui est un petit hôtel domestique. Il y a un qui a pris pour aller, puis son copain lui dit, mais ça ne se vend pas. Alors il a laissé tomber, mais ça ne s'est pas cassé. On va aller le miracle. Donc, ils sont entrés de la chambre à coucher. Là, vraiment, on lui a dit, Attila, et sa horde. Ils ont tout pris. Tout. Ils ont tout pris. Sauf le lit, parce que le lit. Excusez là, je vais vous une petite parenthèse. Donc, Oui. faites-nous la facture de tous ces dégâts, tout ce que vous avez fait. Il y a eu. C'est pour ne pas que l'idée m'échappe. Non, ça ne vous échappera pas parce que je vous le dirai. Voilà. Si vous vous l'oubliez, c'est normal. Mais moi, je ne peux pas oublier. D'accord. Donc, ils ont tout saccagé. Ils n'ont pas pu prendre les lits, parce que c'est des lits de 3 places. Et il faut vraiment plusieurs personnes qui ne sont pas pressées pour trouver la meilleure technique de sortir le lit. Et bien que les clés étaient sur les armoires, qui sont encastrées dans les murs, ils ont tiré dans les armoires, ils ont cassé la serrure. Ils ont tout pris. Vous savez, nous sommes devant une situation, j'ai dit, je le répète encore aujourd'hui, nul ne peut vouloir gouverner ce pays s'il n'est capable de dominer ses douleurs ou ses ressentiments pour regarder la totalité de la vie. Je crois que nous n'avons pas le droit, malgré la gravité exceptionnelle de ces événements, de raisonner en fonction de nos douleurs. Parce que si nous raisonnons en fonction de nos douleurs, nous allons nous égarer et laisser la route qui mène solution et tomber dans le tressaillement du sentiment. Le sentiment est bon, mais il n'aide pas à une meilleure réflexion. Donc, il faut tout casser. Alors, devant cette destruction, j'étais là. Vraiment, j'avais les bras ballants. Quelqu'un monte, des visiteurs qui étaient venus le matin chez moi, passaient dans la nuit. Il faut que vous le sachiez, le bruit a couru que je suis mort. Alors, il s'est passé une chose très grave pour la Guinée. Les jeunes de mon parti, quelqu'un est parti leur dire que c'est des peuls qui m'ont tué. Vous comprenez? Donc, des jeunes gens, en forêt, d'une façon générale, mais assez forêt en particulier, des là. Puisqu'ils ont appris que c'est des peuls qui m'ont tué, ils se préparaient à aller à l'assaut de la communauté peul. Donc, la personne me dit, monsieur Touré, écoutez, laissez tomber vos histoires de voitures là, vous allez en acheter après. Trouvez moyen de communiquer pour dire que vous n'êtes pas mort et que ce ne sont pas les peuls qui vous ont tué. Donc, tout à fait par hasard, il y avait Mme Chantal Cole de Areban, Mme Chantal Cole, puis Papa Collier était là, et le ministre de l'Environnement. Et puis un autre. J'ai demandé qui a le numéro d'Olivier Roger de RFI. Cherchez-moi le numéro de celui qui habite ici. Parce que c'était encore mieux. Chantal Paul a dit qu'elle avait le numéro d'Olivier Roger. J'ai donc pris le numéro, j'ai appelé Olivier Roger. Je lui ai dit, il faut me rendre un grand service. Je vais faire une déclaration, il faut que ça passe au moins 3 ou 4 fois à RFI. Je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit, ah oui, ça c'est vraiment terrible. Donc, j'ai fait la déclaration suivante. Je suis bien vivant, je ne suis pas mort, je suis blessé gravement. Ce ne sont ni les forestiers, ni les malinqués, ni les peuls, ni les souzous qui m'ont blessé. Ce sont des bérets rouges qui m'ont blessé. Peut-être qu'ils sont forestiers, peut-être qu'ils sont peuls, peut-être qu'ils sont malinqués ou souzous, ça, je n'en sais rien. Mais c'est des hommes en uniforme qui m'ont frappé. Donc, je répète que je ne suis pas mort. Mes blessures sont dues à des coups reçus de la part des bérets rouges. Et Olivier Roger a été correct. Il a diffusé à midi. Et à midi et demi, il a diffusé le soir et dans la nuit. Donc, ça a désarmé les gens là-bas. Mais les gens apprenant au Fouta que des forestiers s'apprêtent à aller à l'assaut de leur communauté, s'apprêtaient aussi à aller à l'assaut des forestiers qui résidaient au Fouta. Mais la déclaration là a désarmé. Mais les plus peureux étaient partis se confier à l'armée et ils ont fait 2 ou 3 jours dans les camps militaires. C'est pourquoi je vous dis ici encore, je répète, parce qu'on est
sais pas ce qui va se passer demain. Je pense que, quelle que soit la gravité des événements, les gens qui font profession de gérer l'opinion doivent éviter de céder à la pression des sentiments pour dire n'importe quoi. Donc, ça a été fait et nous avons pris les dispositions pour calmer le jeu. Et je ne peux pas dire tout ce qu'on a fait pour calmer le jeu. Mais je crois qu'il est de notre... Personne d'autre ne pouvait le faire à notre place. Nous avons la direction des partis politiques. Il est de notre devoir de faire en sorte que la Guinée, si on ne peut pas l'aider à être meilleure, mais qu'elle ne devienne pas plus mauvaise. C'est ce que nous avons fait. Et c'est tout ce dont je peux témoigner dans les grandes lignes. Bien. Mais je dois ajouter un événement connexe. Ça. J'insiste pour le dire. Vous savez, dans toutes les structures de la société, si nous sommes réunis ici, c'est que ce que je veux dire est vérifié, il y a toujours des exaltés. Des gens ont écrit sur le net que M. Doré est le seul qui peut gérer une transition. Mais ils ne m'ont pas consulté pour le dire. Vous comprenez? Moi, je n'ai jamais demandé à quelqu'un que je veux gérer la transition. On appelle la transition. Ça ne me regarde pas. Je ne dis pas ça pour faire plaisir à la commission, mais je n'ai jamais pensé à ça. Tout de suite, des gens se sont mis à s'agiter. Ah, bon, M. Doré, les forces vives se réunissent chez lui, c'est parce qu'il est élu pour gérer la transition et ça crée un mauvais courant. À quelques jours de là, dans la journée, mon intuition ne me trompe pas. J'ai senti que vraiment, je sentais une menace considérable sur moi, psychologiquement. J'ai dit à mon ami, dis donc, je crois que ce n'est pas bon pour moi de dormir chez moi. Il s'est mis à rire. J'ai dit non, mon sentiment ne me trompe pas. Il faudra que je reste chez moi. En effet, j'ai pris des dispositions pour déboucher. À 21h45, un groupe de 20 gaillards, costauds, sac au dos, à l'allure martiale, se sont présentés devant chez moi. Le chien criait d'un bout à l'autre de la voiture. Le gardien, un Thomas, sort pour regarder. Il y avait des gars laissant parler de lui. Celui qui paraissait être le chef dit non, 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 c'est pas lui, il ne nous intéresse pas. C'est son chef. C'est son chef qui nous intéresse. Il va rentrer tout à l'heure. Il va le prendre dans une manœuvre. Vous comprenez? Et ils sont restés là jusqu'à minuit. À partir de minuit, ils ont commencé à insulter, lancer des invectives, que quoi qu'il fasse, on aura sa peau, et etc., etc. Ils sont restés jusqu'à 4 h du matin. C'est à 4 h du matin qu'ils sont partis. Vous voyez, je pense que ça, c'est pas bon aussi. Il faut rester à marteler aux Guinéens que le débat politique, c'est une affaire d'idées. Vous comprenez? Mon ami est pays. Les critiqués sont partis complètement, sans concession. Mais je n'ai jamais accepté qu'on aille au-delà de ça. Lorsque des gens voulaient déborder, j'ai dit non. Lorsque j'ai vu que Conté aussi voulait, j'ai dit non. J'ai été voir Conté un jour, le 11 janvier 1993. Ici, on était prêts à un choc terrible. J'ai écrit à René Arsène Gomez. J'ai dit, il faut que je voie le président Conté. C'est une gravité extrême. Il faut que je le voie. J'ai attendu, j'ai écrit en décembre, j'ai attendu. J'ai décidé de faire la Noël chez moi. C'est pendant que j'étais à Jérusalem que Gomez téléphone qu'il faut que je prenne le premier avion pour rentrer. Le président Conté me reçoit à 11 h. Je suis allé voir le président Conté, palais de Nation. Il était avec Tanouki Kamara et j'étais avec René Arsène Gomez. Alors, petit policier, que je dis à le grand sous voilà, c'est ce qui se passe. Tu as reconnu des partis et tu ne veux pas te revoir dans les partis. C'est un non-sens, monsieur le président. Quand vous parlez de démocratie, là, c'est le fonctionnement des institutions démocratiques, les syndicats, les partis politiques. Et vous ne voulez pas recevoir les partis, et vous allez regarder comme ça, vous restez comme ça, vous regardez en chien de faïence, et un jour, il va y avoir une classe dans la rue. Moi, je crois que vous avez le devoir de recevoir les partis.
Il dit oui, mais il y a des gens impolis dedans. C'est comme Pape m'a dit, il a insulté ma mère l'autre jour. La prochaine fois, il insulte ma mère, c'est que je veux le voter. Non, un chef d'État ne dit pas qu'il va voter. Vous n'avez pas le droit de voter un citoyen guinéen. Hein? S'il ne fait pas bien, vous l'appelez, et vous lui dites ce que vous pensez. Ou si vous estimez que ça constitue une insulte contre votre personne, plus en tant que chef d'État, votre personne n'est pas la loi, vous faites agir le procureur. D'ailleurs, il y a le droit, d'après notre code pénal, d'agir s'il estime que des propos sont tenus à l'endroit du chef de l'État constitue une insulte. D'agir. C'est pas l'initiative de poursuivre la personne, mais vous n'avez pas le droit de retrousser les manches pour attaquer un citoyen. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il est écrit dans la charte des partis qu'ils peuvent s'adresser, utiliser les médias d'État pour exprimer leur point de vue, s'adresser à la population. Si vous commencez par ces programmes-là, vraiment, ça va nous épargner de controverses et des affrontements inutiles. Je témoigne parce que je souhaite qu'il soit au paradis après tout ce qu'il a fait. Dieu est bon et clément et qu'il m'entend. Hein? Et là, il a dit, bon, M. Doré, c'est OK. Mais est-ce que ce que vous m'avez dit là, vous pouvez le répéter devant la télévision? Je dis, mais c'est pour ça que je vous l'ai dit. Ce que je vous dis en privé, je le sais parce que je peux le dire publiquement. Donc, il a fait venir les Ben Daouda Silla, beaucoup de gens de la RTG, du moins interviewés. Et pendant une semaine, ils ont fait passer cette conférence de presse à la RTG, ça a désamorcé. Je dis ça, je ne dis pas ça pour me jeter des fleurs, mais je dis ce qui doit être la conduite de tous ceux qui font profession de représenter tout ou une partie de notre opinion publique et de vouloir gérer la société. Je pense que, je conclue par là, ce qui s'est passé chez nous est un accident dans notre histoire, comme il arrive dans toutes les sociétés, des accidents. Il faut prendre des mesures correctives pour que ça ne se répète plus jamais. Parce que si ça continue comme ça, nous ne sommes pas une république. Parce que la république, il faut que les institutions fonctionnent. Et la première institution dont le meilleur fonctionnement garantit tout, c'est l'armée. Donc l'armée, qui est le premier instrument de commandement du pouvoir politique, fasse son office là. Tant qu'elle ne fait pas ça, nous ne serons pas dans une république générale. La police gère les affaires de la cité, c'est elle qui maintient l'ordre, ce n'est pas la clé. J'insiste pour le dire, parce que j'ai tenu à rendre hommage par la voix de la BBC et de la RFI que notre police et notre gendarmerie ont correctement officié au stade, pour ce que j'ai pu observer. Parce que c'est normal, le policier, il a reçu l'ordre de disperser une manifeste. Il utilise le bâton. Hein? Dans tous les pays du monde, hein? C'est le bâton. Allez, dispersez-vous. S'il résiste, on donne des coups de bâton. Et à l'extrême, il lance des gaz lacrymogènes. C'est comme ça le matin. Et la gendarmerie a fait correctement son travail. La police a fait correctement son travail. Je vous dis, beaucoup de gens étaient partis se réfugier à la CEMIS, ici, à Cameroun. Et quand les bérets rouges sont venus pour prendre les gens réfugiés, les policiers sont opposés. Parce que sinon, nous serions devant une situation encore plus grave. Donc, lorsque l'on dépose devant la sous-commission de la Commission nationale d'enquête, il faut dire tout cela parce que quand on parle, et j'ai demandé à ce qu'on corrige aussi, il ne faut pas dire l'armée guinéenne, ce n'est pas correct. L'armée guinéenne, non. Je m'oppose à cette façon de massifier l'accusation. Notre armée est une grande armée qui a rendu service à la nation, qui a rendu service à l'armée, mais il y a des éléments qui ne sont pas bien. Et quand on analyse attentivement, nous savons pourquoi ces éléments se sont retrouvés là, dans ce corps d'élite qui a été créé, et que sont les Gilets rouges, pour veiller à la sécurité de l'institution présidentielle. Elles ne peuvent pas être des forces de maintien d'ordre. J'insiste vraiment devant la commission parce que ça fait qu'on veut jeter le discrédit sur l'armée. L'armée guinéenne est une armée sérieuse, une armée républicaine. Elle a démontré sa capacité de sacrifice, sa capacité de se mettre au service. Bon, c'est une institution humaine, hein. Elle ne peut pas être parfaite comme
un sermon, n'est-ce pas, de mosquée ou de l'église, mais c'est comme ça. Donc ici, je tiens à vous dire que si on était resté avec le maintien d'ordre par la gendarmerie et la police, bon, certains auraient reçu des bosses, peut-être qu'ils auraient reçu 2 bosses sur la tête, mais ce serait dans le cadre normal d'une dispersion, d'une manifestation par la police républicaine. Et que vraiment, je déplore, je continue de déplorer qu'on en est arrivé à cette situation que nous embarrasse tous. Parce qu'il n'y a aucun Guinéen, que vous soyez CNDD ou politique ou du syndicat, qui puisse être content que notre pays soit pointé du doigt. Mais c'est un accident. L'accident, c'est ce qui arrive en dépit de toutes les précautions, n'est-ce pas, pour que la voiture arrive à bon port. Hein? On a gonflé les pneus, on a mis l'huile, on a pressé, on a mis l'eau dans le radiateur et la route est droite, tout devant. Cette route droite-là, vous-même, puis vous allez cogner le platano, le manquer. C'est ça l'accident. Et c'est un accident, c'est comme ça que je considère les événements. Voilà. Bien. Vraiment, merci beaucoup. Je vous remercie, monsieur Doré, l'honorable Doré. J'avoue que votre contribution a été de qualité. Et d'entrée de jeu, je suis d'accord avec vous. Dans l'ensemble ici, je suis le mieux placé pour prendre de l'armée guinéenne. Je l'ai géré en Sierra Leone en tant qu'ambassadeur. Je l'ai géré au Libéria en tant qu'ambassadeur. Les Comores, c'est nous qui l'avons créé. Et l'armée guinéenne a été une armée exemplaire. Ce que vous dites, les bérets rouges sont une unité à part. Elle n'est pas faite pour le maintien de l'ordre. Ça, c'est une autre histoire. Tout simplement vous dire que vous avez raison. Merci. Dans ce que vous venez de dire. Ensuite, les dégâts que vous avez mentionnés. Vous avez honorablement répondu à cette invitation. Nous sommes merci. Et vous avez dit tout au début que vous avez eu à rencontrer le chef de l'État. Et on vous a dit, d'accord, je souhaiterais que vous développiez un peu cet entretien-là. Oui. Là où le chef de l'État a donné l'accord pour la tenue du meeting. Il m'a dit, Voilà. je suis entré dans son bureau pour l'informer que les forces vives ont décidé de tenir un meeting au stade du 28 septembre pour répondre à votre discours disant qu'il ne représente rien, qu'elle ne représente rien. Il m'a dit, oui, non, grand frère, non, ils ne veulent pas faire un meeting, ils veulent marcher de Capelin au 8 novembre. Non, président, vos informations sont inexactes. Alors, je l'ai détaillé. On a cherché un lieu pour faire le meeting. Certains ont dit le stade de Bonfils, mais c'est exigu à côté de l'autoroute. D'autres ont dit l'esplanade du Palais du Peuple. Personnellement, je me suis opposé parce que c'est très difficile de contenir les gens sur cette esplanade. Alors, c'est le meilleur point d'avoir des problèmes avec des provocateurs éventuellement. Donc, le stade du 28 septembre répondait à plusieurs critères. Critères physiques, c'est un endroit clos. Et puis, il est loin de la route. L'autoroute est un grand mur. La route qui va à Madina, il y a un mur. Et puis, du côté de l'université, il y a des murs. Puis, il y a l'esplanade de la terrasse pour entrer. Donc, il y a vraiment les garanties. Puis, les forces vives ont des brigadiers pour gérer la gestion du meeting. Oui, non, ils veulent marcher. Il dit, oui, président, s'il vous plaît. Il y a des gens qui vont venir à ce meeting en voiture, d'autres vont venir en moto, certains en vélo. Ceux qui n'ont ni les uns ni les autres viendront à pied, mais ce n'est pas la marche. Ils viennent au stade. Ah, on m'a dit qu'ils viennent de Capelin. Je dis non, président. Personne ne viendra de Capelin en marche pour casser les boutiques sur la route. On dit bon, si c'est dans un endroit clos et que vous prenez des dispositions pour gérer les gens, il n'y a aucun problème. Bon, donc, je suis venu demander à Baouri de demander officiellement, ça c'était pour l'information du chef de l'État, puisque nous sommes ses principaux interlocuteurs. Je crois que la courtoisie républicaine veut que, lorsque vous prenez de telles décisions, vous fassiez une démarche envers le chef de l'État. Et c'est comme ça que nous avons écrit à toute la chaîne de la hiérarchie administrative pour demander le stage. D'abord au directeur, puis au maire de Ticine, puis au ministre de la Jeunesse, au ministre de la Sécurité, au ministre de l'Administration du Territoire et au ministre de la Justice. Bien que chacune de ces autorités a signé
la copie de la lettre, n'est-ce pas, qui a été adressée. Voilà. Donc, le chef de l'État, Oui. selon vous, a donné son accord. Il m'a dit que c'est d'accord, si c'est un droit clos et qu'il n'y aura pas de débordement, il n'y a aucun problème. Ensuite, que les autorités auxquelles vous avez adressé la correspondance ont bien reçu. On bien reçu, puis si on a les copies des lettres, n'est-ce pas, qu'on leur a données, et sur laquelle, n'est-ce pas, soit elles-mêmes, soit leur secrétariat ont signé. Est-ce qu'il ne serait pas exagéré de notre part de vous demander de nous revenir les... Non, je demandais à M. Baoui, le président de la commission d'organisation. Non, parce que nous avons vu seulement une seule copie. Ça. Pour le ministère de la Jeunesse, on a reçu, on a vu la lettre. Vous n'avez pas reçu pour le ministre de la Sécurité? Non, non, non. Non, c'est avec le ministre, il a donné. Baoui a tout ça. Le CPC. Elle copie les lettres qui ont été déposées au niveau des différents ministères. Voilà. Est-ce qu'il y a eu accusé de réception? Les signatures. Voilà. Voilà, c'est ça. Bon, voilà. Je crois que... Quelle a été votre réaction quand vous avez appris par après qu'il a été dit que le meeting se tient? Là, il faut que l'on soit clair les uns avec les autres. Quand on est à une administration, je pense, parce que nous œuvrons tous ici, pour que nous ayons un État qui fonctionne normalement, quand on est à une autorité, si c'est un préavis, le but du préavis, c'est pour permettre à l'autorité de vous dire que vous ne pouvez pas faire le meeting pour telle et telle raison. Mais ce n'est pas par un communiqué. On a écrit une lettre dans les formes. La charte des partis dit que si on écrit le préavis, il faut qu'il y ait une réponse. L'absence de réponse de l'autorité vaut acquiescement. C'est aussi une réponse. Mais si on laisse pour passer, je vous donne mon point de vue, ma conviction profonde. Le 28 septembre n'a jamais été chômé férié payé. C'est le 2 octobre qui est la fête nationale. Et ensuite, le fait qu'une journée soit chômé férié payé n'apporte pas interdiction de tenir un meeting politique ce jour-là. C'est ça. On peut faire un meeting le dimanche. On peut faire un meeting, je sais pas, n'importe quel jour. Mais on a écrit une lettre. Il était du devoir, c'est le droit du ministre de la Jeunesse, de répondre par écrit que pour telle et telle raison, il ne peut pas autoriser le meeting. Mais un communiqué qui tombe comme ça, dire que la journée chômée fériée n'est pas une interdiction de faire un meeting. Nous sommes dans une république avec le des ministre de lois. la Jeunesse a dit lors d'une interview à la télévision Une interview n'est pas une réponse. que le stade était fermé. Monsieur le Président, je suis navré. Il faut que les institutions fonctionnent correctement. Le ministre de la Jeunesse avait le loisir. Vous savez, l'autorité, c'est très facile pour l'autorité de vous dire que vous ne pouvez pas faire une réunion. Il peut dire qu'il y a des travaux ce jour-là au stade. C'est pour ça que vous ne pouvez pas faire le meeting. Il va dire que c'est retenu pour une autre manifestation. Et même si cette manifestation ne se tient pas, il va dire, bon, entre-temps, au dernier moment, ils ont annulé, ils ne pouvaient plus vous avertir. Je crois qu'il faut que chacun fasse son travail bien. Le ministre de la Jeunesse avait le devoir de répondre aux forces vives qu'il interdit la tenue du meeting ce jour-là, dans les mêmes formes qu'on l'a écrit. Il n'a pas fait, je crois que quelque part, il y avait une certaine faiblesse. Le ministre de l'Intérieur aussi a fait un communiqué. Oui, mais le ministre de l'Intérieur avait un communiqué, et le communiqué ne vaut pas une réponse. Je crois qu'il faut que les gens s'obligent. Le président s'est entretenu avec Sicien. Non, non, je suis parfaitement au courant de l'entretien entre le président et Sicien. C'est à 1h30 du matin que le président a téléphoné à Sicien pour lui dire, comme vous êtes un homme raisonnable, dites à vos amis d'annuler le meeting. Or, le meeting commence le matin à 8h. M. Sicien n'a aucun moyen pour annuler, prendre celui d'annuler un meeting qui se tient à 8h du matin à 1h30 du soir. C'est ce que vous le dites. N'oubliez pas, le président a un devoir envers le président. Vous savez, chacun aime son village plus que le village du voisin. Le président et moi, on vient de la même région. Donc, il est de mon devoir de défendre le président. Mais là, n'est pas la question. On ne peut pas demander à un citoyen, 1h du matin, d'annuler un meeting qui est organisé par plus de 100 structures à 8h du matin.
parce que M. Sidéa n'avait pas ce pouvoir-là. Et le temps qui lui était donné ne lui permettait pas. Sidéa était un homme raisonnable. Ne portez pas un jugement général sur ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas, c'est pas mon affaire. Mais sur ce genre d'affaires-là, il fonctionne normalement. À 1h du matin, il ne pouvait pas prévenir le président de la commission d'organisation, il ne pouvait pas, n'avait pas de radio pour dire, répéter jour pour matin que le meeting ne se tient pas. Donc, je pense ici qu'il y a une faiblesse du côté de l'administration, qui avait la facilité d'écrire une lettre que non, pour telle et telle raison, je ne donne pas le stade. Si l'administration avait dit comme ça, il n'aurait pas été meeting. Je termine par des questions en vous disant de ne pas en vouloir à ceux qui vous portent sur l'Internet. S'ils disent que vous êtes capable de lire la transition, c'est que ça, vous le pourrez. Vous savez, l'Internet, je vais vous dire, monsieur le Président, l'Internet, c'est l'affaire de n'importe qui. Je peux me lever, c'est que je connais son nom, et aller écrire sur Internet n'importe quoi sur vous. Vous comprenez, l'Internet n'est pas gérable. Oui. Vous comprenez? Ce que je veux dire, Oui. ce que je veux dire, ils n'ont pas eu tort de penser à vous. Bon, le résultat a été que j'ai failli être lynché chez moi. Je vous remercie. Voilà. Vraiment, merci beaucoup, Oui. honorable Jean-Marie. Comme vous appelez tout à l'heure, la Cambre nous a vu dans le groupe. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Cette unité affirmée sur le plan politique. Excusez-moi. Donc, ça me fait plaisir que vous soyez là. Comme je vais vous demander, c'est que ce que vous avez dit ici dans cette commission, nous vous avons organisé une audience plénière demain. Voici. OK. C'est pas si mes collègues l'ont dit déjà. Oui. On va organiser demain donc une audience publique, n'est-ce pas, sur des yeux de caméra et de la radio et tout, que ce que vous avez dit là, que vous le dites, n'est-ce pas, publiquement. OK. Et vraiment, ça va édifier plus d'un à toute la Guinée, même en dehors du pays. Moi, je crois que c'est extrêmement important. Ça nous, d'abord, ça devant toute la commission, pas seulement la sous-commission, mais chargée de préparer. Donc, vous allez souffrir qu'on vous pose des questions. Non, c'est normal. Souvent dures, sur lesquelles je sais que les locaux ne vont pas pour y répondre. Mais c'est déjà vous prévenir qu'on ne va pas être temps à cause de ça pour les situations qui se débattent. Bon, moi, ce qui me retient surtout aujourd'hui, c'est entre le moment où le président vous adresse un accord de principe pour l'organisation des manifestations et la volte-face entre guillemets et demande de Gaulle, la face de cette manifestation. Si vous pouvez nous donner dans le temps, quand est-ce que vous allez dire, je suis d'accord. C'est le lendemain de la décision de faire le meeting. Dès que nous avons fait le meeting, je crois que c'était un après-midi, dès que nous avons fait la réunion plénière des forces vives, le soir, oui, c'est le soir même. Avant même la lettre, Avant même que les lettres ne partent. les lettres, c'était déjà le 24. Ça, on est sûr. Oui, donc je crois qu'on a décidé ça une semaine avant. Ça devait être vers le 20 ou le 18, comme ça, que j'ai vu le président. C'est-à-dire, c'est le jour où le même jour où on a décidé de faire le meeting, j'ai estimé qu'il fallait que le chef de l'État soit au courant. Et quand je lui ai posé la question, bien sûr, sa réaction a été négative, parce que quelqu'un était venu lui dire que les forces vives veulent marcher les Cagbelins jusqu'au pont du 8 novembre, alors que cela implique de comportements plus ou moins contrôlés de la part, n'est-ce pas, de la foule. Et je lui ai dit que non, mais les forces vives n'entendent pas marcher. Si c'était une marche, personnellement, je me serais opposé, parce que la marche à Conakry, c'est très difficile de la contrôler. Les organisateurs peuvent être vraiment décidés à faire une marche pacifique, mais vous comprenez, n'importe qui vient dans une manifestation. Donc c'est pourquoi on a donc fait un meeting dans un endroit fermé, où les gens seraient contrôlés. Il m'a dit, bon, si c'est un endroit fermé, comme le palais, comme le stade, il n'y a aucun problème. Mais il faut que ce soit là-bas et pas ailleurs. Il dit, non, monsieur le président, je vous dis que c'est le stade, on va demander des autorisations au pouvoir public. Quand est-ce que les habits du pouvoir ont changé par rapport à cette... Écoutez, je n'ai pas suivi, j'ai écouté des communiqués sans faire attention à la date.
Mais j'ai dit tout à l'heure que 2 jours après le dépôt de la lettre au ministre de la Jeunesse, je crois, le ministre a dit que des gens veulent faire une manifestation, puis je ne m'ai même pas encore demandé les autorisations. Alors que nous avons la copie de la lettre par laquelle, n'est-ce pas, il était informé qu'on veut faire le meeting. Alors je me suis dit quelque part, ça ne colle pas. Donc, de toute façon, sur ce plan, il y a un problème sur lequel nous allons simplement revenir. Oui. C'est que le ministre de la Jeunesse n'était pas l'autorité la mieux indiquée à laquelle vous devriez vous adresser. Voilà. Vous avez eu le maire, je suis d'accord. Oui. Le maire vous aurait répondu pour dire que le Stade ne devait pas de sa compétence et que ça relève de la compétence du ministre de la Jeunesse. Mais selon les dispositions de la loi, c'est le supérieur hiérarchique ou la tutelle du maire qui est le ministre de l'administration. On l'a écrit. Voilà, je sais. Oui, On a écrit. Mais pourquoi on a incriminé le ministre de la Jeunesse? Oui. C'est parce qu'il est le chef hiérarchique du directeur du stade. Oui. Oui. Mais donc on a écrit pour lui demander qu'on a informé, on a demandé au directeur. Oui. On n'a pas demandé l'autorisation au ministre. Donc on l'a informé qu'on a demandé au directeur du stade de mettre le stade à disposition. Voilà. Et ce directeur du stade aurait écrit un acte, une date d'une semaine ou 2 semaines avant, qui fermait le stade. Ah, ça, de préparation du match pour Burkina. Monsieur le Président, ça, je ne suis pas au courant de ces détails. Je vous dis ce que moi, ce que je sais. Je vous parle de l'aspect du problème que je connais. Les détails, ce n'était pas moi qui étais chargé d'organiser le meeting. Je vous dis, dans la chaîne des événements, ce que je sais et ce dont je peux témoigner. Si maintenant le ministre avait montré, le directeur du stade a montré qu'il y avait les préparatifs pour le match, ça, je ne sais pas. Le service technique, c'est bel et bien qui fermait le stade pour les préparatifs. Est-ce qu'il a joint à sa réponse au... Bon, là, voilà, c'est ça la question. On va le faire. Je crois que s'il avait joint, s'il avait écrit pour dire qu'il ne peut pas donner le stade, ben, la preuve, c'est que je vais faire ça. Là, moi, personnellement, vous savez, je tiens au respect de la loi, Monsieur le Président. Parce que s'il n'y a pas de loi dans notre pays, c'est en vain que nous agitons. Mais si le directeur du stade avait écrit une lettre en réponse à la lettre de Baouli, qu'il ne peut pas mettre le stade à disposition, regardez, nous allons... Est-ce que vous avez même écrit au directeur du stade? On l'a écrit, oui. Et on a écrit au directeur du stade, c'est le premier auquel on a écrit. Et j'ai insisté que ce n'était pas suffisant. C'est moi qui ai insisté pour que, à toutes les autorités, on écrit. Ce n'est pas une affaire dans laquelle la loi n'est pas respectée. Voilà. Bon, ensuite, il y a autre chose. La correspondance que M. Baouli a rédigée ou non de poste. Oui. Selon la loi, je ne sais pas si vous l'avez très bien parcouru, il faut que dans une pareille correspondance, c'est l'adresse au maître du film, je veux dire, il faut qu'on cite 5 organisateurs de la dite manifestation. Ce n'est pas de la lettre. Bon, 1. 2, que la lettre soit signée au moins de 3 organisateurs, selon la loi. Monsieur le Président, la lettre dont il est question, elle n'est signée que de M. Baouli seul. Et il lui avait posé la question ici, pourquoi il n'a pas fait signer par d'autres. Il dit non, il était le président du comité d'organisation, donc il a pris la responsabilité sur lui de signer seul la lettre. Je ne peux pas porter de jugement sur cet aspect parce que j'ai demandé qu'on écrive et je n'étais pas impliqué dans l'organisation et la gestion du meeting. En tant que porte-parole, c'est-à-dire coordinateur, mon travail était de m'assurer qu'on restait dans le cadre de la loi. Dès l'instant que j'ai donné, tout le monde peut témoigner, j'ai dit d'écrire à toutes les autorités. Puis, pour de multiples raisons, j'ai tenu à rencontrer le chef de l'État pour qu'il sache pourquoi on fait le meeting. Et il a exprimé des préoccupations qu'il n'y ait pas de débordement, que ce ne soit pas une marche, mais un meeting. Je dis que c'est un meeting. Puis, je voudrais porter un jugement, plutôt une remarque, pas un jugement. J'ai entendu de divers côtés, généralement du côté des pouvoirs publics, que les militants des forces vives ont cassé le commissariat de Belleville. Écoutez, c'est notre patrie ici. La Guinée restera toujours la Guinée, à moins qu'on s'intègre dans un ensemble africain plus grand. Mais sinon, la Guinée est éternelle. Personne ne sortira la Guinée pour faire autre chose que la Guinée.
quand un problème se pose en Guinée, il faut résoudre ces problèmes dans la perspective d'améliorer la Guinée. Il ne faut pas ajouter. Aucun militant des forces vives n'est entré au commissariat de Belleville. Premièrement. Deuxièmement, quand il y a eu les événements de 2006, et surtout de 2006 et 2008, le chef d'état-major général des armées, de l'époque, a pris des instructions pour qu'aucune arme de guerre ne soit déposée dans le commissariat de la République de Guinée. Donc, je ne vois pas comment on peut casser un commissariat pour prendre des armes qui ne s'y trouvent pas. Je vous dis ça, c'est une remarque de ma part. Ça a été incendié quand même. Hein? Oui, mais ce n'est pas par les forces vives. Ah, donc c'est par la police. Je ne sais pas. Il faudrait que vous cherchiez, mais je ne vois pas quel était les militaires de votre n'avaient aucun intérêt d'aller dans un commissariat. Aucun. Parce que quelqu'un a fait des réflexions comme ça. Oui. On s'y est beaucoup intéressé. Hein. Oui, moi, je vous Mais donne. il semble que des gens ont été l'objet de provocation de la part de certains militaires. Moi, Et que des gens se seraient réfugiés au commissariat. je vais vous dire Donc, quelque chose. dans les hommes suivis là. Vous savez, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, parce que je n'ai pas de preuves matérielles. Je suis préoccupé d'étayer ce que je dis par des preuves matérielles. Mais j'ai des soupçons qui valent ce qu'ils valent. Vous comprenez? Lorsqu'on m'a pris en l'air devant la petite mosquée, comme j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai dit laissez-moi, j'ai senti qu'il y avait dans la foule des gens qui ne voulaient pas du tout que j'aille au stade. Des costauds. Sur le plan, je n'ai pas fait attention. Et lorsque nous nous sommes réfugiés, comme je vous ai dit, sous la tribune, je dis, hein, qu'il y avait une porte qui communique avec la tribune, mais la porte a été fermée. Donc, j'ai attendu. Je vais sortir de là pour rentrer chez moi, mais il y avait des costauds qui me retenaient. Il a fallu, lui, pour les empêcher. Et c'est ainsi que je suis resté bloqué à cet endroit jusqu'à l'arrivée des Bérets Rouges. Donc, je me suis dit, est-ce que dans cette foule, il n'y avait pas des gens assez malins, mais sans que je puisse les identifier, mais qui n'avaient pas les mêmes intentions que moi. Bon, ça, c'est une spéculation. Hein. Mais j'ai vécu ça, vous savez. Et j'avais aussi d'autres raisons, mais pour des motifs très compliqués. Je ne le dirai pas, parce que la vie de la Guinée ne doit pas s'arrêter à cette affaire-là. Il faut que les gens qui s'engagent à bâtir, à gérer la Guinée, sachent que la Guinée n'est pas peuplée que de cousins. La Guinée est peuplée de forestiers, et la forêt c'est encore plus compliqué. Parce que la seule de nos régions qui est homogène, c'est la Haute-Guinée. Hein? Parce qu'elle est peuplée à 80-90% de Malingués. Mais le Fouta, c'est une mosaïque d'ethnie. Mais tu as une chance inouïe d'avoir une unité culturelle. Hein? Les Sarakoulés, les Yalonké, tout le monde parle la culture s'exprime dans la langue. En forêt, la culture ne s'exprime pas dans une langue. S'exprime en Somianké, en Manon, en Tono, en Guercé, en Thomas, ici, en Lélé. Vous comprenez? La base Guinée aussi est une mosaïque d'ethnie. Mais tout le monde est inséré dans la culture Soussou, qui s'exprime par la langue Soussou. Donc, je dois me réfréner parce que je pense que ce que j'ai dit tout à l'heure résume vraiment ma philosophie. Ce qui s'est passé est un accident. Il faut tout faire. Il faut tout faire. Il faut sacrifier de l'argent. Il faut sacrifier des heures de travail pour que plus jamais la Guinée ne connaisse de telles situations. Bon, avant de permettre à Mme Bordan de poser ces questions, je vais poser une dernière question. En tant que leader politique de votre entraînement, par rapport à ce qu'on dit qui s'est passé au stade, qu'est-ce que personnellement vous pensez des multiples cas de viol contre Patrice? J'ai voulu passer sous silence ça, mais vous êtes très perspicace et vous m'obligez à... Quand nous sommes venus devant la porte là, je le dis sous votre responsabilité parce que je ne voulais pas, pour de multiples raisons personnelles, m'aventurer dans l'appréciation de ces événements. Dès que les 5 bérets rouges sont
sont dirigés comme si quelqu'un leur avait dit que Doré se trouve à cet endroit. Et deux d'entre eux ont dit, toi le salopard, il y a 4 ans qu'on te cherche. Je trouve Aïssa Diallo, elle est membre du régional du PCA à la baie, qui était là. Il dit, mais Aïssa, ce n'est pas un endroit pour ta floquant. Elle a obéi instantanément. Elle est partie. Mais sa copine dit, non, non, journaliste, je ne vous laisserai pas. Pour son père. Dès que les gens sont venus, ils ont commencé à taper M. Talibé. Parce qu'il est venu avec moi. Ils ont commencé à le frapper. Moi, ils m'ont mis à genoux. C'est à ce moment-là que la femme a compris, c'est quand on m'a mis à genoux que la femme a compris que le danger était très grand. Donc, elle veut filer, un soldat la calme, elle tombe à quelque part de moi. Mais là où j'étais, l'esprit chevaleresque ne jouait pas. Parce que je n'avais pas de liberté, il y avait 5 Kalachnikov braqués sur moi. Et un soldat, un peu russe, se jette sur la femme. Il déchire ses vêtements, il se met à la violer. Je l'ai dit, je ne voulais pas entrer dans ce. Si vous voyez que je résume par un accident, je suis un homme très froid, pensez. J'étais chef de canton à l'âge de 15 ans. Vous comprenez? C'est Joseph Monduli, il y a Koléa, Jean Faraguet, c'est la Boudou qui est dans le monde. Mais non, ton grand-père a lutté contre les Français, comment tu peux rentrer dans ces histoires-là? Je veux que mon père c'est un homme qui s'est évanoui des choses, il faut les garder pour soi, parce que ça ne contribue pas. C'est comme les gens qui ont écrit qu'il y a un groupe ethnique et religieux identifié. J'ai protesté violemment contre ça. Et la Commission internationale d'enquête m'a donné raison. Si vous voyez, ça ne figure pas dans le rapport de la Commission d'enquête. Parce qu'il y a des thèmes qu'il ne faut pas développer pour éviter que ça prenne racine. Vous comprenez? Même si c'est vrai. Même si, parce que vous savez, au stade là-bas, c'était parfaitement possible que Gerset qui voit un peu le dit, toi, le peuple, ça ne va. Mais ça ne veut pas dire que la forêt est contre les peuples. Moi, je suis marié à une peuple. Peut-être pour mon malheur, pour mon bonheur, mais en tout cas, moi, je suis marié à une peuple. Ça, c'est vrai. C'est faux, il ne faut pas dire ça. Moi, je suis au carrefour des ethnies. Mon avant-dernière épouse est. Vient de Chérifula. Vous comprenez? Bon, donc ces problématiques-là, je trouve que c'est vraiment petit. Ce qui est important pour moi, est-ce que vous êtes capable de faire le travail-là sans qu'on demande la sonorité de votre nom? Ça ne m'intéresse pas. C'est ce qui est ici qui m'intéresse. C'est votre moralité qui m'intéresse pour faire avec compétence ce qu'on vous demande de faire. Donc, le soldat viole la femme. Elle gémit, puis son copain vient et dit, mais laisse-moi faire. Comme son copain ne voulait pas, il donne un coup de pied. Son copain tombe, mais au lieu de la violer, il prend son fusil. Elle a poussé un cri de bête. Vous comprenez? Donc, je pense que je ne veux pas que. Parce que c'est la vérité, mais en même temps, ça ternit l'image de la Guinée. C'est tout ce que l'on dit là maintenant. Vous savez, je suis arrivé à Dakar l'autre jour. Mon médecin me dit, la Guinée a été le point de mire de notre satisfaction pendant longtemps. Donc, pourquoi elle est devenue comme ça? J'ai dit, ouais, il ne faut pas exagérer. Bon, voici, je ne voulais pas qu'on pose ces choses comme ça. Il dit, professeur Diop, il dit, non, il faut exorciser ça. Il dit, oui, mais vous savez, ça va venir. Vous savez, la Guinée recèle de notabilité. Vous comprenez? Il faut qu'on se batte pour éviter ça. Il y a eu des choses au stade. Ma philosophie, mon code moral m'interdit d'en parler. J'ai vu des choses inacceptables. Mais je ne vais pas mettre ça dans mon témoignage public. Parce que je ne vais pas donner une résonance à ça qui affaiblit mon pays. C'est pourquoi c'est un accident. Hein? Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Ça, c'est la Merci, monsieur le président. C'est un peu la question que je me posais aussi quand on a parlé. Je ne sais pas si vous pouvez quand même nous aider
savoir les coordonnées de cette dame-là? Je ne sais pas, vous savez, dans l'ambiance où on était, c'est une femme peu, je peux le dire. Est-ce tu es membre de la section d'Aïssatou? Je ne sais pas. Mais je me suis inquiété pour Aïssatou parce que quand elle a commencé à fuir, les billets rouges étaient déjà sur l'esplanade. Donc, j'ai toujours pensé que peut-être elle a été massacrée en cours de route. C'est pourquoi, dans la journée du 29, l'après-midi, j'ai envoyé Sekou Damaro, le conseiller politique de notre parti, pour voir là où l'ose Aïssatou, si elle n'a rien, il a dit que Dieu merci, elle n'a rien eu. Donc, mais l'autre femme, là, je ne sais pas. Peut-être à travers. Peut-être. Je vais lui poser la question. Mais je vous dis, hein, je me suis senti vraiment diminué. Mais le nombre effarant, quand on parle à 109 cas. Il y a eu des choses, Monsieur le Président, je ne vais pas me faire l'écho de ce dont je ne peux pas témoigner du bisou. Mais des gens sérieux, même des militaires, sont venus nous parler. Et comme je vous dis, j'ai vu dans un document qu'une structure de la société civile a publié que oui, il y a un massacre. Il y a eu un groupe ethnique et religieux. C'est imbécile de dire ça. Pourquoi? Parce que, à supposer que le groupe religieux en question, ce soit le groupe des musulmans, il y a 80% de notre population qui est musulmane. Je ne vois pas comment les 20% peuvent passer. Ce pourcentage se retrouve aussi dans la police, dans l'armée, dans la gendarmerie. Alors, je ne vois pas comment 20% des policiers ou 20% des gendarmes ou des militaires peuvent vaincre 80% des policiers, des gendarmes et de la population. Donc, il y a des choses qu'il faut dire. Hein? J'ai contesté ça, j'ai contesté publiquement. Et je crois que j'ai été entendu par M. Bedjaoui. C'est pourquoi ça ne figure pas dans le rapport de la Commission internationale d'enquête. Parce que ça, retenir ça, on n'aurait reculé que pour sauter dans l'inconnu. Là, je crois qu'il ne faut pas. Vous avez dit que dans le code des partis politiques, Vous allez m'excuser. vous avez dit que dans le code des partis politiques, lorsque vous adressez une demande de manifestation, par exemple, Oui. et que vous n'avez pas de réponse en retour, cela vaut Oui, acquiescement. Oui. De manifester. Oui. Ça, c'est une vérité. Mais l'autre chose, c'est que vous êtes allé, parce que nous, l'information qu'on a reçue, c'est que les stades n'étaient pas un point de ralliement. Ce n'était pas l'intérieur du stade qui était visé. C'était l'esplanade qui était le point de ralliement. Mais puisque vous n'avez pas eu l'apport écrit, vous êtes allé au stade. Certainement, vous avez trouvé le stade fermé. Parce que Ça, c'est une excellente question. ça se fait. Je suppose que si vous avez l'autorisation pour payer de l'argent pour la location du stade, comment ça s'est passé sans que vous ne payiez la location, que vous ne trouviez... C'est une excellente question. Voici ma réponse. On n'a pas demandé à faire le meeting sur l'esplanade. Demandé à faire le meeting au stade même. D'après plusieurs récits concordants de mes collègues qui sont allés les premiers, Sidial, Sénégal, c'est pour Konaté, c'est le Dalai Diallo. Quand les militants sont arrivés, le stade était fermé. Vous comprenez? C'était cadenassé. Donc, les gens qui ont fait là-bas, et l'esplanade, il y a deux esplanades. Il y a la terrasse, puis il y a la cour intérieure qui est juste le stade. Les gens étaient pleins là-bas, impatientant d'entrer au stade. C'est comme ça que deux bus sont arrivés, remplis de personnes en civil. Du premier bus, les gens qui sont descendus se sont écueillés dans la foule. Du deuxième bus, quelqu'un est sorti avec les clés, il a ouvert le stade, puis est rentré dans le minibus qui est parti. Voilà comment les gens sont entrés dans le stade.
Alors, la question se pose. Qui est celui qui a ouvert le stade? On n'a pas cassé le cadenas? On n'a pas détruit le mur du stade? Quelqu'un est venu, il a ouvert le stade. Donc, c'est quelqu'un qui disposait des clés. Vous voyez, tout ce que je peux vous dire, c'est ça. Parce que la question, peut-être l'autre volet de votre question est intéressant. Le fait qu'on n'ait pas payé le stade, a priori, ça veut dire qu'on ne donnait pas le stade. Mais si on est venu ouvrir le stade après coup, c'est qu'on voulait que le meeting s'y fasse à des conditions que je ne sais pas. Vous comprenez? Voilà. Merci, M. le Président. Vous avez dit qu'à un moment donné, les leaders se sont retrouvés chez vous. Oui. Et c'est de là-bas qu'on devait prendre le départ pour le stade. Mm-hmm. Mais puisque vous attendiez aussi les leaders religieux, Oui. vous êtes entendu qu'un groupe reste là et que d'autres déjà viennent, puisque les manifestants étaient déjà au stade. Mm-hmm. Est-ce qu'en ce moment précis, avant le départ du groupe pour le stade, vous aviez été informé qu'il y a eu des tirs et qu'il y avait déjà... Non, il n'y avait pas encore de tirs. Quand les gens ont quitté chez moi, il n'y avait pas de tirs. Vous n'aviez pas reçu... Non, je n'ai pas reçu d'information qu'il y avait de tirs. Et puis, logiquement, je ne crois pas qu'ils auraient pu le dépassement pour aller au stade. Je crois que les tirs ont commencé lorsqu'ils avaient dépassé le portail de l'université et qu'ils allaient vers la terrasse, qu'ils ont rencontré le ministre Thiebro, qui a commencé ce débat qui a été rapporté à la commission devant les gens. Vous savez, dans cette affaire, hein, c'est pourquoi il ne faut pas jeter la pierre comme ça. Je dis que sans la gendarme, le nombre de morts et de blessés, bon, de peurs aujourd'hui, aurait été multiplié par 10. Je vous le dis. C'est pourquoi il faut que vraiment on dise, on répète que les policiers et les gendarmes ont fait leur devoir. Parce qu'il y a des moments où j'ai vu des gendarmes protester contre certains débordements des gilets rouges. Et aujourd'hui, si les chiffres sont ce qu'ils sont, on le doit aux gendarmes et aux policiers. Vous avez dit aussi que les leaders venaient pour prier le président afin qu'il n'amène pas les policiers au stade. Voilà. Est-ce qu'auparavant, vous avez eu des informations disant que le président voulait finalement envoyer des policiers pendant qu'il avait dit qu'il n'enverrait personne? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas un service de renseignement pour être aux écoutes du président. Je ne sais pas. Vous savez, je suis content de parler avec vous, on passe, mais il ne faut plus que cette affaire se répète. J'insiste, je suis tenu à devoir le faire. Dans ce sens, non. Si je parle de n'importe quoi, ça ne va pas aider. C'est sûr. Merci. Monsieur, l'une des leaders d'un jeune Guinéen. Parce que j'avoue que vous êtes le mieux apprécié des jeunes parmi tous les leaders. Bon, ça dit en passant. Dans votre déclaration tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a un groupe de blés rouges qui s'est dirigé vers nous, comme si nous cherchions. Oui. Et ils ont parti jusqu'à dire que ça ne fait pas 30. Deux des 5 bérets rouges, Et il y a toi le salopard avec 4 rencontres. on se cherche. Oui. Mais cela me demande que vous avez des problèmes avec des clés. Oui, non pas avec des bérets rouges, mais avec des individus qui peuvent revêtir n'importe quel uniforme. C'est les gens de l'UNIMO. Je les ai combattus publiquement. Parce que ce que je suis d'accord, je le dis publiquement. Le président a compté à protéger les gens de l'UNIMO, qui étaient des salopards, des spadassins, qui ont amené la mort et la désolation dans ma région. Et je ne voulais pas le faire en cachette. Je me suis opposé au président Conté sur ce plan. C'est le seul plan sur lequel l'opposition entre lui et moi était totale. Vous comprenez? Et ces gens m'en voulaient. Mais à la fin, il y a eu une rencontre entre le président Conté et moi. Tout le monde disait qu'il faut faire venir les Comores. Mais les gens le disaient par ignorance. Pourquoi? Parce que par la faute du gouvernement, ce qui s'est
ceux qui se battaient étaient déjà en territoire guinéen. Si vous amenez les locomotives à la frontière, mais le combat resterait toujours en Guinée. Vous comprenez? Et ce sont ces gens-là qui faisaient descendre les officiers guinéens des bus, les faisaient marcher pieds nus et qui se moquaient d'eux. C'est pourquoi l'armée guinéenne, coincée entre son devoir et la protection de la population, s'est résolue à bombarder Guéguédou pour chasser ces gens-là. Vous comprenez? Donc, je me suis opposé. Et ce que je regrette dans cette affaire-là, c'est la présence remarquée et constatée de certains combattants de cette organisation infâme que sont les gens de l'Union. J'étais troqué, mais rien que les effluves de sa gueule, n'est-ce pas, vous terrasser. Il est là. Hein, ils l'ont frappé. Et c'est l'aide de ces gens qui dit, on lui dit une balle, 2 balles dans la tête et on passe. On copain dit, non, non, non. On va l'égorger dans. Ce sera un sacrifice pour notre oreille. Je voulais passer ça sur silence. Vous comprenez? Et c'est l'arrivée vraiment de Thieboro qui m'a sauvé la vie. C'est à cet instant précis, le ministre Thieboro venait avec un groupe de moins de l'armée qui ont immédiatement encerclé ces bérets rouges. Voilà. Mais donc, ces gens de l'Union là, sont infiltrés maintenant dans l'armée guinéenne. Ah, non. Oui, Voilà. Non, ça, c'est des spéculations dans lesquelles je n'entre pas. J'ai vu 2 individus, parmi 5 bérets rouges, qui correspondaient exactement aux caractéristiques des combattants de l'Union. Et je témoigne, j'avais des gris qui partaient aux oreilles et partout, comme ça, comme ça. Ça, c'est des gens de l'Union. Ça, je l'atteste. Merci, M. Jamal. Mais bon, vous avez déclaré tout à l'heure encore que l'armée guinéenne est disciplinée. Elle est organisée. Je dis que c'est une grande armée. C'est une grande armée Voilà. qui a montré ses preuves Sur beaucoup de champs de bataille. bien. Maintenant, parlons du viol. Selon vous, sont ces gens de l'Union qui ont violé ou des militaires ou en tout cas des C'est des bérets rouges, ça. Des bérets des rouges. Pérou. Voilà. Que c'était sous les bérets, je ne sais pas. Mais c'est des bérets rouges qui ont violé. C'est ce que j'ai dit. Le cas dont je témoigne, c'est bérets rouges. Maintenant, est-ce qu'il était un ancien Hugo, est-ce qu'il était un nouveau béret rouge, ça, il n'en sait rien. Bien. Merci. Bon, parlant du stade, proprement dit, vous êtes, votre parti est un ancien parti. C'est un grand parti. Réaliser des meetings en Guinée ici. Mais partant de là, tous les meetings qu'on organisait au stade, même les PIP, selon les informations, louaient les stades. Pourtant, Alors que l'argent de l'État. n'est-ce pas? Non, peu importe. Mais quand même, C'est l'impôt qu'il servait à payer. de la drogue ou autre chose, mais Je voulais que la responsabilité des gens. les PIP louaient les stades, selon les informations. Ah. Je l'ai dit sous le contrôle des responsables des partis. Maintenant, les forces vives, grand frère ou père du PIP, parce que PIP est inclus dans les forces vives. Pourquoi ces forces vives n'ont pas payé les frais de location avant d'être? Non, je viens de répondre à la question que madame m'a posée. J'ai répondu à la question. J'ai répondu à la question. Ici, je parle de ce que je sais. Maintenant, si on entre dans la spéculation, pourquoi, ben ça, je ne sais pas. Non, mais vous êtes respecté des lois, Oui, je suis respecté, mais ce n'est pas moi le président de la commission d'organisation. mais vous êtes les coordonnateurs. C'est pourquoi j'ai coordonné, j'ai imposé que l'on décrive aux différentes autorités, et j'ai fait cela. Et c'est pourquoi j'ai anticipé, j'ai été voir le chef de l'État, mais le détail là ne me concerne pas. Je ne peux pas être à table et à la cuisine en même temps. Non. C'est-à-dire le paiement des frais. Non, oui, mais ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas le trésorier de Force vive.
Ne pourrais pas. Je vais, avant je suis en train de la parole, ce que je voulais confirmer son opposition farouche à l'Indien. Je l'ai reçu plusieurs fois pour le diatage d'ambassadeur. Quand il venait pour Oui. qui était le leader de l'humour. Ça, je le confirme. Soit dit en passant. Bon, non, non, vous savez. Et là, vraiment, l'oncle au mari de ma fille. La vie est très compliquée. Quand quelqu'un dit quelque chose de vrai, Oui. tenir, Voilà. Bon. Tout est la parenté sociale. Maître Condé, permettez que je confirme ce qu'il a dit, soit dit en passant. Vous avez parlé tout à l'heure, une question qui m'a échappé, de 5 vraies rouges. Je suis d'accord avec vous aussi que, parce que des éléments de la carte présidentielle d'un béret rouge faisaient partie des éléments de l'économie. J'étais obligé de faire entrer. C'était des militaires d'une autre catégorie, ça c'est notre histoire. Et vous m'avez dit, écoutez le discours du président par intérim le 3 avril, le 23, où il a demandé à la communauté nationale et internationale d'aider le pays à organiser l'armée. J'ose espérer que vous allez apporter une contribution. Mais absolument. Vous savez, Konaté était un officier de valeur. Et quand il parle, avant d'accepter ou de rejeter, il faut bien réfléchir au sens de sa parole. Tout ce qui pourra être fait pour que les insuffisances ou les faiblesses ou les lacunes dans l'organisation de notre armée soient liquidées, emportera notre soutien. Parce que notre sécurité collective et individuelle dépend de ce que cette armée fera pour rester dans la tradition qu'elle a caractérisée depuis sa formation en novembre 58. Et donc ici, quel que soit celui qui initiera de ramener l'armée dans le cadre normal et républicain de son fonctionnement, emportera notre soutien. Et votre contribution. Mais absolument. Voilà. Il y a soutien et contribution. La contribution, si elle est financière, je ne peux rien passer par l'argent. Votre contribution, votre. Mais si je peux conseiller, si quelqu'un me dit, est-ce qu'il faut donner de l'argent à la Guinée pour organiser son acte, je dis oui. La contribution n'est pas forcément financière. Oui. Elle peut aller de là. Ça, c'est notre histoire. Maintenant, une dernière question. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous pouvez éventuellement identifier, reconnaître un de ces 5 rouges là? Non. Je me suis intéressé à la question. Vous savez, nous sommes dans une situation un peu. Simplement. J'arrive. Voilà. C'est le président. C'est que nous sommes dans un contexte un peu différent. Le chef de l'État est mobilisé là-bas. Il faut éviter de dire des choses qui sont susceptibles d'affecter son environnement. Parce que, en tant que forestier, en tant que chrétien, j'ai le devoir d'apporter ma prière, celle de tout le monde, pour qu'il récupère sa santé. Vous comprenez? Quant aux gens de l'humour, je sais que beaucoup ont rejoint déjà la Sierra Leone. J'ai un ami, Sanusi Kaba, un ancien ministre, dans la nuit du 29 au 30 septembre, il est parti prendre le carburant à la station et il s'est trouvé encadré par des bérets rouges qui portaient